Merci à toi d'être là, Christophe. On va commencer direct. Je vais te présenter un petit peu. Tu es addictologue, tu es psychiatre. Tu fais aussi du conseil. Et tabacologue. Tu fais plein de trucs. Ouais. Du coup, tu es vraiment dans ce métier-là. Ça fait, en tout, en comptant l'addictologie, la tabacologie et tout ça, ça fait combien de temps que tu fais cet ensemble de compétences ? Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans que je suis thésé, donc que je fais ça fait un peu plus même. Voilà, avant je gonflais un peu, je gonflais et puis maintenant que je vieillis, je dis, bon, ça fait pas si longtemps que ça finalement. Donc ouais, ça fait 12 ans que je suis thésé, que je fais de l'addicto, donc ça fait un peu plus, ça fait 14 ans que je fais vraiment de l'addicto et voilà. Donc je suis psychiatre, addictologue. Je dis des fois dans un seul mot. Comme si c'était un seul mot, puisque je fais plus de psychiatrie générale, je fais vraiment de l'addicto et en fait il y a un lien et vraiment un sens à tout ça, c'est-à-dire que quand on est addict à quelque chose, c'est jamais par hasard. Il y a souvent, pour pas dire tout le temps, quelque chose dessous, et de faire, d'accompagner quelqu'un à arrêter. On le disait, hein, il n'y a pas que la dépendance physique, il y a la dépendance psychique, comportementale. Et là, le fait d'être psychiatre, c'est vachement important pour moi et vachement intéressant pour moi, parce que du coup, je peux aller chercher au fond des choses et essayer de traiter des fois une pathologie qui n'a jamais été traitée ou après avoir arrêté, comme une dépression, l'anxiété, qui touche beaucoup de monde. Ouais, malheureusement, ouais, la dépression spécialement, c'est quelque chose, c'est le mal du siècle après le mal du dos. Toi, t'as vu dans tes 12 ans de carrière une recrudescence de ça, de la montée de la dépression dans le peuple français ? En fait, j'ai pas assez de recul parce que, enfin, je veux dire, 10 ans, 12 ans, c'est pas tant que ça. Et que finalement, quand moi j'ai commencé l'internat de psychiatrie, on disait déjà que ça allait être le mal du siècle, le mal des décennies à venir, et on commençait déjà à parler du burn-out, qui est quelque chose qui ressemble un peu à la dépression. Bon, il y a le milieu professionnel, tout ça. Donc, en fait, les troubles anxieux sont vraiment recrudescents. Et puis, on a tellement eu de choses qui ont fait que, à la louche, là, vite fait comme ça, les attentats, le Covid, n'en parlons pas, a fait que ça a augmenté. Les gens sont restés enfermés. Enfin, bon, voilà, il y a eu plein de choses, la peur d'être contaminé. Enfin, c'était un peu des scénarios, des films fantastiques de science-fiction, mais on les a vécus. Et donc, ouais, ça fait ressortir un certain nombre de choses. Moi, par contre, ce que je vois augmenter, c'est les consommations. Les consommations. Bon, là, quand tu parles de consommation, tu parles de drogue, tabac, alcool. Ouais, alors, ouais, cocaïne, beaucoup de cocaïne, beaucoup de cocaïne, ouais. Ah ouais, en 12 ans, t'as vu un... Ouais, et puis quand on regarde les chiffres de l'INPES ou je sais plus qui c'est Santé publique France, c'est en augmentation, notamment chez les jeunes. L'OFDT aussi, non ? L'OFDT, ouais. Ouais, il y a une augmentation, ouais. T'as constaté cette augmentation du tabagisme post-confinement, ou c'était juste une histoire de les gens s'approvisionner en clopes ailleurs et puis au final on fumait toujours pareil? C'est juste que on a pas mal de demandes, c'est vrai. Alors moi j'ai l'avantage et l'inconvénient de travailler dans 3 centres différents, en plus des choses que je fais à côté. Et on a pas mal de demandes. Donc, je travaille dans un XAPA. Les XAPA, vous devez savoir ce que c'est. Ça s'écrit CSAPA, Centre de soins et d'accompagnement de prévention en addicto. Et on a développé un accompagnement spécifique pour les personnes qui sont fumeuses, et on a donc dans l'association avec qui je travaille, Addiction France, un partenariat avec les VAP du cœur. Donc ça, je pense que vous connaissez, je pense. Ouais, bah oui. Voilà. Et en fait, on a un process où les personnes voient l'infirmière et notre travailleuse sociale qui est formée à la réduction des risques, et on peut leur fournir VAP avec e-liquide, donc du produit labellisé, certifié, mais pas que fournir merci, au revoir comme dans un magasin, puisqu'on rencontre des professionnels, on rencontre une infirmière, on fait le fameux test de Fahrgestrom, on fait un certain nombre de choses, et notamment oui, peut-être aussi l'HAD pour voir, c'est une échelle d'évaluation de l'anxiété et de la dépression, mais un accompagnement, le CO-test évidemment, mais un accompagnement pour décrocher de la cigarette avec la VAP. Et là, je pense qu'on est un peu novateur
En soi, non, mais en France et dans les centres comme ça, oui, et ça peut aider les personnes à décrocher. Et d'ailleurs, j'ai un exemple d'un patient que je suis depuis maintenant 2 ans, voire plus, qui venait pour alcool et tabac. Moi, je m'acharne à l'accompagner avec des traitements spécifiques pour l'alcool. Il a bien réduit, mais il est toujours buveur de façon quand même assez conséquente d'alcool. Et il a arrêté de fumer. Il est passé à la vape. Il ne fume plus depuis plusieurs mois. Et bon, alors on se charrie un petit peu parce que la travailleuse sociale, l'infirmière me dit, bon, tu vois, nous, on l'a fait arrêter de fumer. Il fume plus. Il est à la vape. Par contre, toi, tu pédales à côté à essayer de le faire arrêter de boire. Bon, voilà, enfin, à l'accompagner à l'arrêt de l'alcool. L'arrêt de l'alcool, c'est souvent beaucoup plus dur que l'arrêt du tabac, en vérité. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est une substance qui est très, très dure à arrêter. Ouais, en fait, tout est difficile à arrêter. Tu peux pas arrêter net l'alcool. Alors, il faut surtout pas arrêter net. Effectivement, il faut être accompagné, soit progressivement, soit avec un traitement spécifique. Mais c'est la seule drogue qu'il ne faut. Alors ça, vraiment, on sort un peu du cadre là, mais c'est la seule drogue qu'il faut pas arrêter d'un coup net comme ça. On risque de faire une crise d'épilepsie, ou pire ou pire que ça, donc des séquelles irréversibles. C'est dangereux de diminuer trop vite ta dose. C'est pas presque, c'est dangereux. Voilà, donc la cigarette, on n'arrive pas à ça. Mais alors, tu vois, ça c'est peut s'arrêter d'un coup. Je suis content que tu sois là parce qu'il y a quelque chose dont je voulais parler avec toi. C'est un peu en relation avec ce dont on discutait, mais on a l'impression qu'en France, en parlant de réduction des risques, quand on parle de tabac, on dit le tabac, il faut tout arrêter. Oh mon Dieu, c'est l'ennemi absolu, et spécialement maintenant, même plus le tabac, mais plutôt la nicotine. Mais par contre, quand on parle d'alcool, on dit non, il faut apprendre aux Français à boire raisonnablement. Pourquoi cet écart de traitement entre deux drogues qui sont les deux addictives, mais il y en a une qui est quand même qui t'enivre et qui fait que tu peux pas conduire, par exemple, qui est très très dur à arrêter, qui te tue aussi, qui tue à peu près autant de gens d'ailleurs. Un peu moins, mais oui, c'est les deux. Ouais. Mais ça se tient. 75 000, 49 000. Ouais, voilà. Mais 49 000 morts, c'est quand même pas mal. Ah, c'est la deuxième. Dans notre pays, pourquoi autant d'efforts sur la lutte contre la nicotine et on a l'impression d'un espèce de laisser-passer de l'alcool en France? Pourquoi vous m'avez prévenu qu'il y avait des questions pièges. Hein. Non, mais c'est ton avis perso. Non, c'est très important ce que tu dis. Alors, c'est vrai que l'alcool par rapport à la cigarette, et je pense que la cigarette, c'est la seule drogue où il n'y a pas d'altération de l'état de conscience, c'est vrai. On peut fumer un paquet de clopes, prendre la voiture, on se fait arrêter, on risque rien, quoi. Et de toute façon, on n'est pas, on titube pas, etc. Alors, ta question, elle soulève plein de choses parce qu'il y a le côté, effectivement, on a ce côté très français. Après, on s'est quand même rendu compte que l'alcool, même à des petites doses, ça entraînait des risques pour le corps. Voilà, quel qu'il soit, pour le foie et pour le cœur. Hein. On a eu une étude, tout le monde la connaît, sur le French Paradox. Ah ouais, un verre d'alcool, ça améliore les effets cardiaques. C'est faux. Il y a eu cette étude qui a montré ça, mais il y a plein d'autres études qui ont montré le contraire. Juste qu'on a une meilleure alimentation par rapport à d'autres pays. Et qu'on a généralement une meilleure santé cardiaque et que du coup, ils disent, en plus, ils boivent un verre de vin. Et puis, on trace un trait qui veut rien dire entre un verre de vin et la bonne santé cardiaque. Si on veut, exactement, si on veut. Mais en tout cas, ça augmente les risques de cancer même après un verre, les risques de problèmes hépatiques même après un verre par jour, etc. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que on a beaucoup plus de gens qui boivent un verre à l'occasion et qui s'arrêtent. Après, peut-être que vous allez me contredire, mais la cigarette, elle est quand même assez addictive et elle est faite pour avoir ce pic de nicotine très précoce. Et des gens qui peuvent fumer une cigarette à l'occasion et pas, ça existe, mais c'est quand même moins fréquent. Après, il y a ce risque-là, c'est que la cigarette, on sait que une cigarette par jour, tous les jours, c'est très nocif parce que ce qui compte, c'est la durée et pas la quantité. En clair, il vaut mieux fumer 2 paquets par jour pendant 1 an que fumer 10 cigarettes pendant 30 ans. Ouais. Et ça, c'est le risque de... Ouais. Pour le risque oncologique, c'est très important. Après, pour le risque cardiaque, tout ce qui est cardiovasculaire, c'est la quantité qui est importante. Là, on est plutôt sur quelque chose de très
somatiques, conséquences physiques de la consommation de tabac. Et c'est pour ça qu'il faut vaper, parce que tous ces risques-là, on les a pas, ou alors de façon considérablement moins. Et c'est pour ça que, pour réagir à cette personne là qui a mis sur Sud Radio, mais je pense que sur Sud Radio, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être générés par rapport à ça. Et sur Sud Radio, il y a des gens qui racontent un peu des trucs comme ça, mais en fait, je pense que la vape peut entraîner des petites. Enfin, c'est pas rien. La vape, c'est pas rien. On est d'accord. Mais si on comparait la vape et la cigarette, c'est comme si on disait la vape, c'est un seau de sable, et la cigarette, c'est la plage de 5 km pleine de sable. Ouais. Ouais, c'est de la réduction des risques d'ailleurs. Ah bah, alors c'est même plus que ça. C'est même plus que ça. C'est vraiment une très très grosse réduction de risque. Ouais, tout à fait. Alors j'ai une autre question pour toi qui est pas forcément une question piège, mais on parle toujours de la vape, on entend, on sait pas, et on a toujours l'impression qu'il n'y a pas de consensus parmi la communauté scientifique et les médecins, notamment l'avis en France, de la HAS, qui est encore la haute autorité de santé, qui est encore mi-figue, mi-raisin, on a envie de dire. Ils sont là, c'est pas mal, mais ils disent vraiment du coin de la bouche. Ouais. Dans la communauté scientifique et sur le terrain, qu'est-ce que tu constates, toi, par rapport à ça? Ouais, je suis d'accord avec toi, évidemment. Je constate qu'il y a des personnes qui vont être plutôt comme moi. Et beaucoup d'addictologues, d'ailleurs, qui sont issus de la réduction des risques, où en fait, l'addictologue prône la réduction des risques, comme les échanges de seringues. Évidemment qu'on préférait que les gens s'injectent pas de l'héroïne, qu'ils préfèrent pas de s'injecter de la cocaïne. Mais on préférait qu'ils la sniffent plutôt que l'injecter. Et on préférait qu'ils fassent rien du tout. Mais dans la mesure où ils le font, on préfère ça. Et donc, je pense que oui, pour la vape, c'est la même chose. Il vaut mieux vaper que fumer. Voilà, c'est pas parce qu'on dit que il vaut mieux vaper que fumer que tous les gens à partir de demain ils vont se mettre à vaper, même les gens qui fument pas. C'est pas vrai. Voilà, c'est de l'information. Pour les fumeurs, c'est pas pour les non-fumeurs. C'est pas bien de vaper. C'est pas. Exactement. C'est mieux que de fumer. Ah, complètement. C'est un peu l'idée, quoi. Beaucoup mieux d'ailleurs. Tu es d'accord avec les 95% du collège du College of London au niveau de la réduction des risques, ou pour toi c'est même encore en dessous? Excuse-moi. Sur la réduction des risques du College of London, tu sais, ils ont dit officiellement c'est 95% moins nocif que le tabac. Tu es d'accord avec ça, ou ce serait en dessous selon toi? Ah, je dirais entre 95 et 99% de moins de risques avec la vape qu'en fumant, quoi. Hein. Ouais, évidemment. Et puis, puisque tu fais référence à Londres, en fait, quand j'ai réagi au post qui a fait que je sois là ce soir. J'étais à Londres la semaine dernière et j'étais au congrès de la vape, congrès de la e-cigarette, un congrès international où on était deux Français, j'allais dire deux couillons comme on dit chez nous en PACA. On était deux couillons et puis à un moment j'ai entendu parler français, je me suis retourné et puis en fait c'était des Belges. On a parlé avec des Canadiens puis après on parle un peu anglais donc on s'est débrouillé. Et en fait quand je disais la prévalence du tabagisme en France, mais tout le monde se foutait pas de ma gueule. Là, au début, il disait ah, c'est pas vrai, c'est une blague. Tu m'as dit que tu as parlé à Falgerstrom, il t'a limite envoyé chier en disant genre. Non, il m'a pas envoyé chier. Mais... Il m'a pas envoyé chier, mais bon. Bon, il m'a dit va jouer ailleurs, petit, tu es gentil. Mais bon, voilà, les Français, en gros, voilà quoi. Vous êtes, vous êtes à la ramasse. Et puis, on dirait pas que vous vous entraînez pour faire le marathon, quoi. Vous dites que vous êtes meilleur que les autres alors que vous êtes bidon, quoi. J'ai parlé avec quelqu'un qui venait du Nigeria, et ils sont à 4 et quelques % de prévalence. Alors, je dis mais c'est que dalle. Alors il me dit oui, c'est pas beaucoup, mais on est 220 millions. Donc 4% de 220 millions, ça fait du monde. Cela dit, 4% de 220 millions, ça fait quand même techniquement vachement moins de fumeurs qu'en France. Il faudrait calculer. Nous, on est à 28. Ouais, c'est ce que moi j'étais en train de me dire. Ça doit faire à peu près pareil qu'en France. À 4% de 220 millions, s'il y en a qui ont les calculs. mais ils sont à 3 fois plus que nous, quoi. Donc ils sont presque. Oui, c'est ça. Ils sont 3 fois plus que 3 fois plus que nous. Ouais, c'est ça. Et puis en France, on a quand même a priori d'autres moyens que le Nigeria. On pourrait faire quand même des choses.
Bah non. Ouais, alors tiens, parlons de ça un peu, parlons de la politique anti-tabac de la France. C'est avec ça que j'aimerais qu'on clôture cette petite entrevue tous les deux. J'ai vraiment cette impression, alors on a vu toute la séquence, j'imagine que tu as suivi toute la séquence politique qu'il y a eu depuis le mois de septembre, avec le PLFSS, avec les sorties de notre ex-ministre de la Santé, Madame Darrieussecq, qui parlait de supprimer carrément les sachets de nicotine, en plein mois sans tabac, comme s'il n'y avait pas d'autre chose à faire sur le tabagisme en France que de supprimer des moyens de sevrage. On a vu des demandes de taxes. On sait aussi qu'en embuscade de ça, on a du paquet neutre. On sait aussi qu'en embuscade de ça, on a de la suppression des arômes, de l'interdiction de vente en ligne. T'en es où, toi, de ces interdictions générales qui menacent la vape? En tant que thérapeute, c'est quoi ta position là-dessus, par exemple, sur les taxes? Oui, alors on en a justement beaucoup entendu parler à Londres la semaine dernière. En fait, il disait que ce qu'il faudrait, c'est taxer davantage la cigarette et alléger la taxe sur justement snus ou push des sachets de nicotine. À ce moment-là, on réduirait les tarifs, parce que s'il faut augmenter quelque chose, c'est bien la clope, mais pas les push, etc. Puisque on sait que c'est une voie de sortie, que c'est une voie moins alors si c'est pas de sortie, mais moins risquée. Donc autant faire et puis en plus c'est logique. On parlait du rapport COP. Le rapport COP montre que on a malgré qu'on défalque les taxes, on a plus de 125, 130 milliards de coûts générés par les maladies créées par le tabac. Donc on taxe les gens qui fument. COP, en fait, parce que moi, à chaque fois que j'en parle de ce truc-là, on me dit ouais, mais c'est grandement exagéré ce rapport, 130 milliards, ça me paraît beaucoup. En gros, ça dit 130 milliards pour l'alcool, 130 milliards pour le tabac, avec une zone d'intersection, évidemment, puisqu'il y a des gens qui meurent qui font les deux, bien sûr. Voilà, qui font les deux. Donc, souvent, c'est pas 130 plus 130, mais c'est 130 attribués vraiment au tabac et 130 attribués vraiment à l'alcool, avec un mix entre les deux. Donc, un peu moins de 240, je crois, un truc comme ça. Bref, c'est quand même énorme. Sachant que le tabac ne rapporte que 16 milliards à l'État. Exactement. Ce rapport COP, tu le valides? Oui, après moi je l'ai pas, je l'ai regardé, j'ai vu. Après c'est quelque chose qui vient, qui a été demandé par le ministère de la Santé. C'est pas, je veux dire, c'est pas sorti comme ça. J'ose espérer que c'est sérieux, quoi. Ouais. Donc oui, moi je pense que voilà, les taxes, bon, voilà, ça rapporte un peu de pognon à l'État. Bon, ok, très bien, mais coup de dos, quoi. C'est pas, non, mais c'est pas. En fait, si on veut faire changer les choses sur le tabac, c'est pas en tapant sur la gueule sur la gueule des gens. C'est la même chose que, je veux dire, tu mets des radars, tu peux faire rouler les gens à 30 km/h. Bon, très bien, mais qui va rouler vraiment à 30 km/h? Je veux dire, à cette allure-là, tu le vois arriver, l'accident. Hein, tu sais que tu vas l'avoir, l'accident à 30 km/h. Non, je pense que les taxes, ok. Le plain packet, ça a été venu d'Australie, donc ça marche pour les nouveaux, les futurs fumeurs qui ne le sont pas encore actuellement aujourd'hui. Bon, ok. En tout cas, moi je pense que c'est la mentalité complète. C'est la. En fait, il faut changer la carte mère. Il faut pas faire de mise à jour, etc. Il faut qu'on change la carte mère complètement. L'industrie du tabac, elle se porte très bien dans le monde et très bien en France. On a on met des restrictions et ça marche pas. Ça marche pas. En Suède, ils se moquent de nous. Ils sont tombés à 5% du tabagisme en quelques années. Ils consomment du snus depuis tout le temps. Nous, le snus, c'est interdit. Eh bien, continuons à faire comme on fait, c'est-à-dire qu'on finisse comme à Marseille, où, je dis à Marseille, on est connu malheureusement pour ça. Mais je vois que c'est partout en France, à mettre des baïonnettes autour du cannabis, et puis on se rend compte que tout le monde consomme du cannabis, en fait. Donc, même en France en général, hein. Toi, tu dois en avoir pas mal d'ailleurs, des gens qui consomment du cannabis en France. C'est bonnement illégal, hein. Ah oui, oui, il faut le rappeler des fois même. J'ai des gens qui me demandent s'ils peuvent venir faire une cure dans l'établissement. On dit oui, mais bon, moi j'arrête juste l'alcool, mais par contre je peux continuer à fumer des joints. Non, mais je vous rappelle quand même que c'est illégal en fait en France. Ouais. On va pas nous vous cautionner dans une cure d'addicto à fumer des pétards sur le balcon. Ben non, c'est pas possible. Ouais. Si tu veux continuer, ce qui prouve bien aussi que l'éducation en premier, mais bien sûr, la répression, ça a ses limites. Après, la répression mène à contrebande de toute façon. Donc voilà, ça reste un point problématique. Les arômes dans la vape, la fraise, tagada, de son point.
T'en es où, toi? Alors ça, ce qui est vraiment, on en a beaucoup parlé aussi, les anglo-saxons en ont beaucoup parlé. Alors les arômes, en fait, ça va être réglementé, du moins en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'est le côté très marketé qui allait accrocher les gens. Et enfin, le risque, en fait, c'était de pas faire venir les plus jeunes forcément dessus. Si c'est fraise, on marque fraise. Et il y a des études qui ont montré que, en fait, si c'était fraise tagada, bonbon, samouraï de l'espace, bah, c'était plus, ça accrochait plus que si on mettait fraise, poire, citron. Et puis ils sont poussé le truc à écrire F14.18. En fait, c'est le nom des arômes. Et en fait, ce qui en sortait, c'était marquer ce qu'il en était, de faire des arômes simples plutôt que des arômes complexes. Voilà. Parce que après, le but, c'est plus la nicotine, quoi. C'est le goût qu'on va aller chercher derrière, quoi. Et si on veut vraiment, ce goût, il aide les fumeurs à arrêter de fumer grâce à la vape, que c'est pas plus séduisant que le goût d'une clope? Il y a l'arôme goût cigarette aussi, hein. Ouais. Qui est pas l'arôme le plus employé, by the way. Et non. Et non. Fruits rouges frais. Et non. Si ça peut aider, oui. Si ça peut aider, moi je dis oui en fait, parce que vu où on en est, on n'est pas là pour faire les difficiles en France. Mais voilà, en fait, il y a eu une slide. Je vous fais un peu le rapporteur de ce que j'ai vu la semaine dernière parce que c'était vraiment intéressant. Et j'ai trouvé que les pays anglo-saxons étaient vraiment en avance sur nous. En fait, il y a une jeune chercheuse qui a mis une slide qui était très bien. Je l'ai là sur mon téléphone. En fait, on est entre deux et c'est toute la délicatesse de la vape. C'est-à-dire que oui, il faut qu'on communique pour la vape, pour aider les fumeurs à décrocher. Mais il faut pas trop qu'on communique market pour pas faire générer vers la vape des consommations pour des non-fumeurs ou des jeunes qui sont non-fumeurs. Voilà. Et c'est cet équilibre-là qui va être difficile ou en tout cas, il faut avoir le bon discours et la bonne présentation. Par rapport à ça. Voilà, je pense que c'est ça qui est toute la difficulté dans la vape et je pense qu'en France, on en est très loin. Ouais, parce que en vérité, c'est difficile d'être le censeur ou d'être l'arbitre de ce qui est fun et de ce qui ne l'est pas, à moins d'empêcher toute forme de fun avec un packaging complètement en Arial, fond noir, comme les clopes, quoi. Donc, si tu veux, si tu fais quelque chose d'un peu fantaisie, on va dire, ouais, mais non. Alors, au Québec, ils ont interdit, par exemple, les dessins. Il n'y a plus de mascotte. Tu peux faire des couleurs, des traits, ce que tu veux, mais tu peux plus avoir un personnage ou un logo, un truc. C'est difficile de se mettre en censeur en disant bon, le marketing on le met à 3,5 comme la cuisson d'un four. C'est bizarre, quoi. C'est soit t'en fais pas, soit t'en fais, quoi. Mais dès que tu commences à en faire, et d'ailleurs, parenthèse, hein, mais Joule, ils avaient un packaging où il n'y avait pas un pet de licorne ou de machin, de trucs rétro et de choses comme ça. Et pourtant, ils étaient absolument favorisés chez les jeunes. Il y a énormément de jeunes qui vapaient de la Joule. Comme regarde IQOS, alors qui est du tabac chauffé, hein, je sais pas, je pense que j'apprendrai à personne. Regarde le packaging d'IQOS. C'est exactement, un peu comme Joule, exactement la sobriété que prend Apple. Si tu vois les magasins qui vendent IQOS, alors en France on n'en a pas, mais quand tu arrives en Italie, c'est tout vitré. Il y a écrit IQOS presque de la même façon que c'est écrit Apple, et l'intérieur c'est tout épuré, très classe, un peu comme le dispositif IQOS en blanc. Ouais, ça donne envie. C'est fait pour, hein, évidemment. Bah ouais. Donc le marketing, il peut être là aussi. Hein. Mais parce que le truc, c'est que les jeunes, ils aiment bien Apple aussi. Hein. Ah bah complètement, oui. Je sais qu'ils aiment bien ce genre de design. Ah bah bien sûr. C'est pour ça que je te dis que le problème du design, c'est que tu peux faire avec quelque chose de très simple, quelque chose de très attractif aussi, quoi. Tu peux pas légiférer sur ça. Moi, personnellement, je vais te dire, hein, ce qui me plaît le plus, c'est ces trucs-là, justement. C'est les choses qui sont un petit peu classe, noires, avec un petit filet de trucs. Moi, ça me plaît. Mais bon, après, chacun ses goûts, tu vois. J'ai du mal, personnellement, avec cet arbitrage de saveur et de goût et de visuel, parce que je sais que le visuel et le goût, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Tu peux faire une fraise très personnelle, absolument délicieuse et l'appeler fraise.
Mais enfin, tu vois, c'est difficile de tracer un trait et de dire ah bah non, la fraise, elle doit être bonne jusqu'à là, quoi. Et après, si elle est trop bonne, alors là, c'est très compliqué. Je suis bien d'accord. Il faut qu'il y ait des mecs qui goûtent, qui disent ah, celle-là, elle déchire, on l'interdit. Alors, ça fait référence à quelque chose que tu dis. Enfin, en tout cas, moi, ça m'y fait penser. C'est au label, à labelliser les liquides, parce que en fait, il y a pareil là, il y avait une étude en Angleterre où ils avaient testé les liquides et ils s'étaient rendu compte que en fait, les e-liquides qui n'étaient pas labellisés, qui étaient un peu sans marque, etc., chez les jeunes à la sortie de l'école, 17% contenaient du THC. Et c'est important d'avoir une French label ou en tout cas voilà, il y a du e-liquide, voilà ce qu'il y a dans le e-liquide, propylène glycol, glycérine, etc., de l'eau, alcool distillé, peu importe, que ce soit notifié, qu'il y a un label français, ou européen, mais français c'est encore mieux, et le pourcentage de nicotine qu'il y a dedans. Point. Voilà. Ouais, bah oui. Bah, il y a l'ANSES qui fait ça. Qui fait ça très bien, d'ailleurs. Mais le label français, on a même essayé d'aller plus loin, en vérité, avec le label AFNOR. Je ne sais pas si tu en as connaissance de ça, mais voilà, il y a un label encore, il y a une norme AFNOR pour les liquides spéciales qui est d'ailleurs extrêmement, extrêmement complexe à suivre. Mais en vérité, ouais, on a déjà quelque chose comme ça. En fait, je redoute moi, ma vision des choses, c'est que je redoute qu'on tape trop sur la vape quand on a encore 14 millions de fumeurs à aller chercher. Rendre la vape moins attractive maintenant me semble pas être une priorité en France, en tout cas au nombre de fumeurs qu'on a. C'est sûr qu'on n'est pas dans la même cour que certains pays où ils peuvent se permettre des petits ajustements, des petites. On n'en est pas aux finitions. On en est dans le gros œuvre. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. On se souciera des taches de plâtre un petit peu plus tard, je pense. Oui, c'est ça. Oui, la déco, la couleur de la peinture, on n'y est pas encore. Ouais. Nous, il faut vraiment qu'on démolisse l'existant pour construire du propre avec des bonnes fondations. Et ça, c'est important, ces bonnes fondations. Avec un nouveau visage de la société française francophone de tobacco, vraiment dynamiser un peu les choses, rajeunir, s'inspirer de la réduction des risques de l'addicto encore une fois, et de pas se fermer de porte parce que on a peur de l'industrie du tabac, etc., etc. Oui, bien sûr qu'on on va pas leur ouvrir les portes, mais honnêtement, est-ce que on peut faire toujours pire, hein? On peut faire toujours pire, on peut arriver à 50% de fumeurs, hein, mais... Comme en Grèce. Ouais, en Grèce, je sais pas combien ils sont, mais je crois que la Bulgarie, ils sont à 38. Ouais, non, la Grèce, ils sont à presque 50. Ah ouais, ouais. C'est assez énorme. Ouais, je suis Philippe Maurice, je vais habiter en Grèce. Ah ouais, là, tu peux t'ouvrir un palace, il n'y a pas de problème. Ah ouais. Donc on a trop à faire, et pour revenir un petit peu aux autres moyens, la vape doit être, moi je pense, encadrée et démocratisée et labellisée. Ce que je disais au tout début sur ce qu'on propose dans notre centre d'Addicto, moi je pense qu'il faudrait que ce soit dupliqué dans d'autres centres avec les vapes du cœur qui alors peut-être pas avoir peut-être les financements parce que nous on les fournit gratuitement, donc je peux entendre que ça peut être un peu compliqué, mais je pense que si l'ARS a un peu à donner de l'argent là-dedans, puisque finalement quelque part l'argent il vient de l'État, hein, il n'est pas inventé, voilà, d'incorporer voilà ces suivis, parce que c'est pas qu'une vente, c'est aussi ça. Et de toute façon, les XAPA ne pourront pas, enfin je veux dire là, les gens qui veulent arrêter de fumer, ils viennent nous voir très bien, mais il y a les gens qui veulent pas rentrer dans tout ça, ils vont une vape et ils décrochent, parce que vous imaginez si on devait répondre à cette demande, déjà qu'on a toutes les demandes de l'alcool, de la cocaïne, du machin, de la boulimie, des jeux, enfin bref, mais peut-être de former les vendeurs, d'avoir des labels pas
qui veut s'installe et vend, je sais pas comment c'est réglementé d'ailleurs, les vendeurs de e-cigarettes avec des produits labellisés, qu'on sache ce qu'il y a dedans, un peu ce qu'on a loupé pour la vente de CBD, où on s'est rendu compte qu'en fait il y avait du HHC, puis après qu'il y avait des taux de THC importants, puis après des cannabinoïdes de synthèse qui étaient vaporisés dessus, que finalement dans le CBD il n'y avait pas forcément que du CBD et inférieur à 0,4 ou 1% et il y a surtout beaucoup de combustion, quoi. Ça aussi, tu vois, en plus, il y a la combustion. C'est surtout ça qui est grave. Ah bah non, la nicotine, rendez-vous compte, ma bonne dame, c'est pas bien. Et puis après, la presse se fait ses choux gras en parlant de joints électroniques et en ouvrant les portes grand comme ça au CBD en disant c'est génial. Sauf que c'est toujours de la combustion, sauf que voilà, c'est pas la bonne façon de s'administrer du CBD. Il y a plein d'autres façons de le faire. Notamment les huiles qui sont très bien, notamment plein de trucs, quoi, et de la vape. Alors la vape, justement, attention, moi j'étais le premier. Génial. J'étais le premier à dire, mais pourquoi on fait pas des joints électroniques avec du THC? Les mecs, ils vont continuer à avoir du THC. Alors le THC, c'est nocif, hein, c'est le psychiatre qui vous parle pour tout ce qui est risque. Pardon? C'est surtout interdit comme molécule, mais. Non, mais d'accord. Mais ça peut changer. Hein, c'est toujours pareil. Hein, suivant où tu mets le curseur. Bon, c'est pas encore fait. Hein, on est d'accord. Mais bon, ça. Il y a un an ou deux, je pense. Bon, dans tous les cas, ça peut changer. Et ce qu'on peut pas changer, c'est les règles du corps humain, tout ça. Ça, on le changera pas. Mais il y a quand même des études qui ont montré que Evoli, ces espèces de alvéolopathie qui sont arrivées, alors il n'y en a pas beaucoup, hein, ça se compte sur le doigt de la main, liées au THC et ces embolies. C'est pas des embolies, c'est des broncho-alvéolopathies d'origine lipidique. On sait que le THC va se mettre dans les cellules graisseuses. Donc attention, le but, c'est pas non plus d'être nocif. Mais il y a d'autres moyens de consommer du THC que de fumer des joints pour les gens qui veulent décrocher, évidemment. Ouais, bah oui, bien sûr. Et puis, on a des sachets de nicotine. Ouais, les sachets, ça peut être une chose. D'ailleurs, les sachets, on tape dessus, encore une fois, tu vois, on est sur quelque chose d'assez problématique en France, je trouve. Mais bon, ouais. C'est un peu dur à comprendre, quoi. Complètement. Je pense que tu as dû voir dans les années 80-90 le militantisme qu'il y a eu pour la réduction des risques, pour notamment tout ce qui est opioïdes. Moi, je me régale quand certains me disent « Ah mais vous, les addictologues, vous êtes des hygiénistes, il faut pas boire, il faut pas fumer, etc. » Je dis « Oui, c'est vous qui dites ça aujourd'hui. Vous êtes les mêmes personnes qui disaient il y a 20 ans « Pourquoi pas de la drogue aux drogués quand il s'agissait de prescrire de la méthadone ?» Parce que moi, aujourd'hui, j'ai prescrit peut-être 20 ou 25 ordonnances de buprenorphine et de méthadone, des stupes, pour aider aider les personnes à décrocher ou pour qu'ils ne replongent pas et qu'on maintienne ce fameux mot, le craving. On n'en a pas parlé ce soir parce que c'est quand même hyper important, le craving dans l'addicto. Et donc, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu du militantisme, il y a eu des activistes, il y a eu des gens qui ont bougé les lignes, il y a des gens qui sont allés pour porter des préservatifs, des seringues. Vous avez certainement vu 120 ou 130 battements par minute, le film, où en fait, on va pour le sang contaminé, pour les risques de transmission HIV, VHC aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes ces partages de seringues, les automates, etc., on a poussé les lignes. Alors, bien sûr qu'il faut avoir des appuis au niveau politique. Il y a les médecins de la drogue, là, William Lowenstein et les Deloued, etc., qui ont œuvré pour que l'accès à la méthadone, à la buprenorphine en 97 ait lieu en France, ce qui est le cas en France et dans d'autres pays aujourd'hui, mais pas dans tous les pays. Ça veut dire que si vous avez de la méthadone, de la buprenorphine, vous allez dans d'autres pays, vous êtes considéré comme un dealer et un délinquant, vous risquez d'aller en prison. Ce qui est fou, mais c'est comme ça. Je pense qu'il faut faire la même chose. Ils étaient potes avec Bernard Kouchner à l'époque, ils ont fait avancer les choses, ça a mis du temps, mais les choses sont arrivées. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut faire la même chose, il faut avoir des appuis politiques, il faut que les personnes, les présidents des associations, des sociétés savantes, la Société française francophone de tabacologie, c'est cette personne qui va faire avancer les choses. La société, la fédération, la FFA, c'est Amine Benyamina, la Fédération française d'addictologie, qui peuvent faire avancer les choses auprès du ministère pour que les choses, elles bougent. Je dis pas qu'ils vont réussir et qu'ils vont avoir le coup de baguette magique, mais c'est avec ces appuis-là
qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Donc le militantisme, l'activisme, je suis pas pour, en tout cas moi je suis pas activiste, mais je ne l'empêcherai pas, on va dire, et pour faire avancer les choses comme ça, parce que finalement c'est comme ça qu'on a fait avancer les choses pour, encore une fois, les risques opioïdes, voilà, et quand on voit ce que font les opioïdes au Canada, aux États-Unis, eh ben on se dit qu'en France, on a échappé à quelque chose. Bon, écoute, merci à toi Christophe. Merci à vous, c'était super sympa. Merci d'être venu.